On va vous faire participer rapidement, on va cibler les choses clés de la patiente de 66 ans. Où est-ce qu'on en était là? Ah oui. Qui vient pour un coup de poignard, une douleur thoracique à coup de poignard, type de coup de poignard. On change de dossier, on passe au dossier numéro 3. La question numéro 1, vas-y. Donc c'est un scanner injecté avec en fenêtre médiastinale en coupe transversale. On voit une hypodensité au sein de l'artère pulmonaire droite ainsi que de l'artère pulmonaire gauche et des artères segmentaires gauche. Et donc j'ai conclu une embolie pulmonaire proximale bilatérale massive. La radio de thorax, si on la faisait, elle pourrait être normale. On pourrait voir une ascension d'une coupole diaphragmatique, une hyperclarté pulmonaire, une dilatation des artères pulmonaires ou un infarctus pulmonaire. Ok. Bon, c'est joli, hein. C'est des vrais malades tout ça, hein. Sauf le truc dermatomyosite, il n'avait pas vraiment. Hein. Mais sinon, c'est des vrais malades, c'est très joli. D'ailleurs, c'est des vraies photos. Mais, donc c'est très bien, c'est un angioscanner thoracique. Si tu as trouvé que c'est un angioscanner thoracique, forcément, tu vas pouvoir conclure. Vous avez une image typique d'embolie pulmonaire proximale. Là, vous pouvez dire qu'elle est bilatérale, qu'elle est proximale, qu'elle a l'air massive sur le scanner. Et vous avez des coupes sur le cœur. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est inutile. Vous avez le ventricule droit qui est sous le sternum, qui est beaucoup plus gros que le ventricule gauche. Vous avez un aspect scanographique de cœur pulmonaire aigu. C'est retenu, c'est validé. Qu'est-ce que vous pourriez voir à la radio de thorax comme signe direct d'embolie pulmonaire? Là, vous êtes en décalage, vous êtes aguerri à ce genre de questions, entre guillemets, à la con. Vous commencez par dire, mais ça pourrait être normal sans éliminer la pathologie. En premier, mais ça pourrait être normal sans éliminer la pathologie. Enfin, quand on en est à ce stade-là, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait des petites anomalies quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, les petites anomalies, vous les connaissez. N'oubliez pas, en plus des anomalies classiques, de regarder la silhouette cardiaque. Parfois, on a vraiment une dilatation du VD. Hein, et de regarder les îles pulmonaires. On pourrait prendre pour normal une radio de poumon où il y a juste des gros îles. Et ça, par contre, ça se dilate vite. Hein. Il suffit d'avoir une grosse surcharge de pression. Et on a quand même... si on n'a pas l'habitude d'en voir tous les jours, en tout cas, on se dit, mais on tique dessus. On se dit, mais quand même, ça a l'air normal, mais ils sont quand même énormes, ces îles-là. C'est quand même pas... Il y a quelque chose. Ton diagnostic, alors, la question numéro 2. Ouais, j'ai mis embolie pulmonaire proximale bilatérale compliquée d'un choc hypovolémique. Devant le terrain, femme, 66 ans, son histoire, douleur thoracique brutale associée à une polypnée et la gravité, hypotension, saturation 107%, il y a des marbrures, puis voilà. Très bien. J'insiste pas sur les arguments. Il y a une seule chose, tu m'as parlé d'un état de choc. C'est ça. Il faut forcément que tu dises la cause. Ouais, mais plus précis. Dans la rubrique état de choc, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça. C'est pas l'anaphylaxie, c'est pas l'hémorragie, donc hypovolémie. Il reste deux trucs, hein, sepsis ou cardiogénique. Hein, c'est bien le cœur qui pose le problème. Donc c'est ça qu'il faut dire. Commence éventuellement par ça même hein, dans cette réponse. Hein. L'état de choc cardiogénique, hein, d'emblée, c'est ça le problème. Hein. Sur quoi? Sur déférence ventriculaire droite, hein, cœur pulmonaire aigu, dans le cadre d'une embolie pulmonaire bilatérale massive. Proximale. Voilà, bah c'est très bien. Sur l'argumentation, il faut aller vite, il ne faut pas faire des tartines, il ne faut surtout pas faire du recopiage d'énoncés, il faut cibler les choses importantes. En tout cas, il faut bien justifier l'état de choc, ça c'est important. Les résultats, ça c'est un peu plus compliqué. Les résultats attendus d'un gaz du sang qu'on prélèverait en air ambiant chez cette patiente, si on avait l'idée de le faire. Donc il y aurait sûrement une hypoxémie avec une hypocapnie et un effet shunt avec une PaO2 plus une PaCO2 inférieure à 120 mm de mercure. Probablement une alcalose avec un pH à plus de 7,46 et des HCO3- augmentés. Des HCO3- augmentés. Et voilà. Et pour l'ECG, on aurait sûrement une tachycardie sinusale avec un signe de S1Q3, un axe droit et un bloc de branche droit. Si jamais il y avait des signes de tamponnade, il y aurait un microvoltage. Alors, de tamponnade, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir une tamponnade? Classiquement, c'est vrai qu'on parle d'épanchement des séreuses ou péricardiques dans l'embolie pulmonaire. Classiquement, je ne suis pas sûr que ce soit très classique. Hein. Pas sûr que ce soit très classique. Donc, si jamais il y a une tamponnade et une embolie pulmonaire, alors là, il se passe quelque chose, c'est incroyable. Hein. Là, il y a un gros cancer avec une extension péricardique qui explique les deux, parce que sinon, c'est un peu difficile. Mais pourquoi pas, oui, on avait vu, j'ai vu un patient comme ça.
60 ans, il descend de l'aéroport, il va pas très bien quand même. Et au scanner, il y a une tamponnade. Et en plus, comme on le fait dans le scanner, parce qu'on voulait chercher, évidemment, il descend de l'avion, on voulait chercher une embolie pulmonaire. Sur le phléboscanner, on trouve un thrombus flottant dans la veine cave. On peut avoir les deux, mais ça court pas les rues. Hein. Ça fait des sacrées histoires. Hein. Donc la réponse est pas mal, il faut essayer d'être vraiment systématique sur ce genre de questions. C'est la méthode, vous n'avez pas ça dans les cours spécialement. Donc si vous faites vos gaz du sang, que vous allez vous techniquer à l'automate vous-même, vous rappelez quelles sont les lignes qui sont marquées et vous ratez aucune des lignes. Et donc vous commencez plutôt par la PCO2, traditionnellement. Donc là, on s'attend plutôt à ce qu'il y ait une hypocapnie. L'hypocapnie, elle serait due à une réaction d'hyperventilation alvéolaire. Pour compenser quoi? Pour compenser l'hypoxémie. Donc l'hypoxémie. Et là, tu enchaînes, comme tu dis, sur l'effet Shunt. Là, c'est parfait. Si on te fait des gaz à toi, la somme, on trouvera combien? On trouvera combien de PCO2? On trouvera combien de PCO2 chez toi? 40, ouais. Et de PO2? Oh, plus quand même. Sinon, ça fumait beaucoup. Quoi. Enfin, déjà malade. Ouais, 100 quand même. Donc on trouvera 140. On peut mettre le rapport des deux à 140. Du coup, après, ouvrir la rubrique de la réserve alcaline, c'est très bien. Et la réserve alcaline, donc tu me disais qu'elle pourrait être augmentée. Alors par contre, pour augmenter une réserve alcaline, ça met du temps. Ça met un peu de temps. Elle serait normale. Et à ce moment-là, par rapport à la variation de la capnie, comment ça se traduit, la somme des deux? Si tu as une capnie qui diminue et une réserve alcaline qui n'a pas trop bougé. Si tu as moins d'acide. Une alcalose. Et est-ce que forcément tu vas avoir une alcalose? Là, cette dame, dans son état, à mon avis, elle va plutôt être acide. Comment ça se fait? À cause du choc. Et donc, s'il y a un choc et donc une autre source d'acide, en l'occurrence des lactates qui survient, à ce moment-là, tu pourrais très bien ne plus avoir l'alcalose métabolique respiratoire, pardon, pour l'hyperventilation à laquelle tu t'attends, mais plutôt l'acidose métabolique sur l'état de choc. Donc, il y a une consommation de ta réserve alcaline. Si tu veux être systématique, tu pourrais aller jusqu'à parler même donc de la saturation sur l'hypoxémie, donc dire une saturation basse, et la ligne HbCO, pour peu qu'elle soit fumeuse, et que tu aies fait un gaz du sang pas très longtemps après, si jamais tu as une HbCO qui n'est pas normale, ça pourrait témoigner de l'intoxication tabagique plus que d'autres choses, hein, évidemment. Pour l'ECG, vous faites pareil, comme l'interprétation de l'ECG. Sur l'onde P, qu'est-ce que il pourrait y avoir? Une tachycardie. Bon, alors la tachycardie peut être sinusale, vous faites le plan sinusal ou non sinusal. Et là, vous déroulez, flotteur, c'est quand même rare, sinon fibrillation auriculaire. Des troubles de la conduction, vous arrivez au QRS, troubles de conduction, donc surtout au bloc de branche droit. Des troubles de la repolarisation, et donc surtout les troubles de repolarisation antérieure, de V1 à V3, des ondes T négatives, ou voire des anomalies du segment ST. Et puis, comme vous interprétez systématiquement la fréquence et puis l'axe, parler d'une rotation axiale sur la surcharge de pression droite, et le AC1Q3, ça matérialise en fait une déviation axiale par surcharge de pression du ventricule droit. Et donc si vous êtes bien systématique, vous n'oubliez rien, c'est facile en fait. Hein. Si vous suivez un plan qui est celui de techniquer les gaz, celui de lire un électro, vous ne pouvez pas rater les choses. Vous pouvez même rajouter qu'à l'extrême, elle pourrait très bien être malade sans avoir d'anomalie au gaz et à l'ECG. Enfin là, c'est difficile d'avoir vraiment des examens strictement normaux, là, ECG, gaz du sang, avec un scanner et une clinique comme ça. Le bilan paraclinique que tu as proposé à la question 4. Donc des gaz du sang artériel, des lactates, NFS, plaquettes, TPTCA, fibrinogène, groupe Rhésus-RAI, un bilan rénal avec iono, urécréate, bilan hépatocellulaire, une troponine, tout ça en urgence. Et comme imagerie, j'ai fait un ECG et une écho-cœur en urgence et le reste, c'est pas urgent. Ok, c'est bien ça, l'écho-cœur en urgence. C'était vraiment l'élément clé de la question. Il faut être sûr qu'il y ait vraiment cette défaillance VD. Bon, vous avez des de l'embolie pulmonaire, vous avez l'aspect du cœur pulmonaire aigu. Finalement, vous avez tous les arguments pour traiter la malade. Hein. On ne va pas dire que l'écho va retarder le traitement, mais quand même, l'écho en urgence, on peut difficilement s'en passer parce que de toute façon, la patiente va atterrir dans un service où il y a un service d'écho, donc où il y a un appareil d'écho. Donc, elle aura l'écho en urgence. À quoi il faut penser? C'est toujours bien d'avoir un groupe Rhésus, quand même, on ne sait jamais. Et il faut penser au lactate artériel. Le lactate artériel, souvent on fait faire des gaz et on ne pense pas à faire du lactate artériel, ça c'est bien d'y avoir pensé. Bon, c'est une question facile. Tu pouvais déjà parler du Doppler veineux parce que le Doppler veineux, il faut le caser quelque part. C'est sûr qu'en urgence, tu ne feras jamais un Doppler veineux à cette patiente, mais tu peux toujours le proposer pour le cas où, si jamais tu n'as nulle part où le marquer. Mais effectivement, ce ne sera vraiment pas là l'urgence à réaliser actuellement en tout cas. Mais bon, c'est quel bilan paraclinique réalisé. La question 5 alors, imaginons qu'elle soit vraiment très jeune. Il faudrait faire un bilan de thrombophilie
avec dosage de protéine C, protéine S, recherche d'une résistance à la protéine C activée, mutation du facteur 2 et du facteur 5, hyperhomocystéinémie, recherche d'un anticoagulant circulant, antithrombine 3. D'accord, oui, on peut toujours proposer ça en plus. Bon, on l'avait effectivement, donc c'est très bien. Le complément de bilan, il fallait bien comprendre que c'était pas tout à fait normal de faire une embolie pulmonaire à ce stade chez une patiente jeune, et donc qu'il faut dépister une anomalie de la coagulation sous-jacente. La thrombophilie, ça peut très bien être acquis comme une grossesse, encore que c'est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas d'autres causes associées, et souvent il y a des causes associées à une thrombophilie innée, et ça il faut la chercher. Et souvent les patients qui sont porteurs d'une thrombophilie innée, au premier facteur déclenchant venu, font un épisode. Et le facteur déclenchant révèle et n'est pas suffisant en fait. Et donc il faut parfois y penser, parce que les traitements ont un retentissement sur ces dosages-là. Donc si on n'y pense pas, trop tard. Donc il vaut mieux penser à faire prélever en urgence un bilan de thrombophilie à 4 h du matin, parce que ça va aller au frigo et au moins on n'aura pas de médicaments qui va perturber les dosages qui seront faits plus tard, et quitte à mettre les tubes à la poubelle et dire maintenant pourquoi tu veux faire un bilan de thrombophilie, il n'y a pas besoin, il faut y penser. Là en l'occurrence il fallait le proposer ça. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on aura du mal à jouer, ou qui sont un peu redondantes, entre la mutation du facteur 5, Leiden, et puis la résistance à la protéine C activée. Finalement c'est un petit peu du pareil au même, et d'ailleurs le labo fera sûrement que l'un des deux, il fera peut-être même que la mutation, il y en a qui font les deux. C'est la même chose sur le dosage de l'homocystéine. Tout le monde dira l'homocystéine c'est la mode, tout ça. Finalement qu'est-ce que ça change si c'est élevé? On se dira oui c'est élevé, il n'y a pas grand chose à faire en termes de traitement là-dessus. C'est plus un marqueur du risque que réellement un facteur de risque. Le bilan immunologique par contre ça c'est important, il y aura des choses à faire. Si on trouve des anticorps, là on va peut-être trouver une maladie en dessous. Pensez à commencer le bilan de thrombophilie par la numération, les plaquettes, le TP, le TCA, le fibrinogène et tous les facteurs de la coag. Ça, c'est vraiment la base, il faut penser à commencer par ça. De manière moderne, en fait, l'antithrombine 3, maintenant, on dit plus le 3, on dit antithrombine. Ça te rappellera avec les fleurs, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, comment on prend en charge la question 6 ces patients? Alors, on l'hospitalise en unité de soins intensifs, on lui pose 2 voies veineuses périphériques, on la met donc en repos strict au lit, sonde vésicale, à jeun. On traite donc le traitement du choc, on peut la remplir avec des macromolécules et de la dobutamine IVSE. Le traitement de l'EP, donc on fait une oxygénothérapie au masque haute concentration et puis une héparinothérapie, donc la HNF parce que c'est une EP grave, avec une dose de charge à 100 unités puis 500 unités par kilo par jour IVSE, avec un relais AVK des J1. Et on lui met des bas de contention et on fait un traitement antalgique et on la surveille. Ok, bon c'est bien. Il faut bien commencer sur ce genre de questions avec cette clinique et cette imagerie, de commencer par stratifier le risque, même à la limite, à la rubrique, et ça oui, je l'ai marqué, je ne vous l'ai pas dit, bilan paraclinique et le traitement. Quand vous avez quelqu'un qui se présente sur ce versant-là, pensez à stratifier l'urgence tout de suite, dire qu'il y a des choses qui vont partager le traitement et que le traitement est urgent. Dites-le en premier. Souvent, on est habitué à avoir cette prise en charge-là de patients graves qui filent en réa, ça c'est traditionnel sur les sujets d'internat. Il ne faut pas en voir partout. Par exemple, sur le sujet d'asthme de la dernière fois que j'ai corrigé, où le patient dit « Ah ouais, il y a 3 jours, j'ai fait une crise, c'était du cogné ». Il y en a qui ont dit « Ah ouais, tu vas voir, réa, et tu vas te retrouver avec tout ». Et donc les malades se retrouvent avec le traitement comme s'ils étaient en train de faire la crise, alors qu'en fait non, ils rapportent que en fait, l'asthme est en train d'être instable. Là, on est dans une situation où effectivement vous pouvez sortir l'artillerie lourde. Par contre, lorsqu'il y a un état de choc, même si souvent, pour ne pas allonger inutilement la durée d'hospitalisation, on veut introduire précocement les AVK, là, c'est pas l'urgence. Et on pouvait faire plus fort que ça, si vous avez vraiment un authentique état de choc cardiogénique sur l'embolie pulmonaire, là, vous avez le droit et même le devoir maintenant de fibrinoliser. Là, c'est maintenant bien reconnu. Là où c'est plus difficile, c'est s'il n'y a pas d'état de choc, mais par contre, il y avait les premiers signes de souffrance cardiaque, les signes précurseurs. On voit que le cœur allait
l'écho il est énorme, la troponine est montée, etc. On se dit est-ce qu'il faudrait fibrinoliser ou pas. Cliniquement, il n'y a pas d'hypotension, mais si vous l'avez, alors là, vous pouvez fibrinoliser. Il faut quand même vérifier qu'il y ait une instabilité hémodynamique persistante de toute façon. Le traitement du choc, il ne change pas. En plus du traitement étiologique, il faut bien traiter le choc. Et donc, remplissage, il faut quand même être assez prudent. C'est-à-dire qu'ils mettent dans les consensus qu'il faut remplir si l'île est vide. Alors, c'est sympa de mettre ça nous aide beaucoup. Surtout que l'évaluation, c'est chouette. Donc, remplissez s'il est vide. Marquez ce qu'ils ont marqué, les experts. Vous êtes experts aussi, vous marquez remplissage en cas d'hypovolémie. Enfin, ouais, vous pouvez avoir un apport en tout cas, mais vous n'allez pas lui apporter 5 pochons de Voluvène, par exemple. Vous allez peut-être le remplir prudemment, on va dire. Et puis surtout, sortir les catécholamines pour soutenir la contraction du ventricule droit. Et puis la fibrinolyse pour lever un peu l'obstacle. En ce qui concerne l'anticoagulation, si vous faites un TCA après la fibrinolyse, il va être à plus de 150 secondes, il sera indosable. En fait, il faut le surveiller, c'est pas comme dans l'infarctus où on va mettre les deux, parfois les deux, même, tout le temps les deux d'ailleurs quand il y a la thrombolyse IV. Là, vous allez attendre que le TCA redescende, et quand il passe en dessous de 3, vous remettez l'héparine. Alors, quelle héparine? Le consensus, ils ne retiennent pas encore l'HBPM. Même s'il y a des arguments, ils ne retiennent pas encore l'HBPM. Donc, mettez l'héparine non fractionnée, vous ne serez pas perdant. Par contre, maintenant, dans les centres modernes, ils mettent HBPM. Et c'est parti. Et même s'il y a 300 de créate, je caricature. Mais c'est vrai qu'au moins, on est sûr de bien anticoaguler, d'anticoaguler tout de suite. Alors que le recul avec l'héparine, c'est que même s'il y a une sûreté d'emploi, on met de l'héparine, et puis au final, on se rend compte que le TCA 4 heures après, en fait, il n'est pas du tout correct. On va changer la dose, on va se rendre compte que le TCA d'encore après n'est pas du tout correct. Et vous avez des malades sous héparine, pour qui l'indication est formelle, pendant 3 jours, ils n'ont pas un seul TCA dans la cible. Alors qu'au moins, avec d'autres héparines plus petites, peut-être moins pourvoyeuses d'effets secondaires, on anticoagule bien d'emblée. Ouais, le traitement antalgique, c'est bien. Pensez pourquoi pas au bas de contention, on ne sait jamais. En tout cas, à vous occuper un petit peu des jambes aussi, à ne pas les négliger, c'est sûrement le point de départ. Et la surveillance, c'est parler du traitement anti-AVK, mais sans urgence. Si vous imaginez, la mortalité, là, elle a déjà une chance sur 3 de se retrouver dans la boîte. Alors, c'est pas le moment. Dans la boîte d'AVK, c'est pas le moment. La surveillance, je vous épargne la question de la surveillance. Surveillez bien la fonction rénale et la fonction hépatique. C'est les deux défenses en garde en amont et en aval du cœur, ou même en aval aussi d'ailleurs des deux, sur lesquels il va y avoir un retentissement du choc cardiogénique en tout premier quand même. Donc évidemment l'état respiratoire c'est fondamental, mais surveillez bien la fonction rénale et la fonction hépatique. Tu vas pouvoir parler des complications possibles. Alors, en aigu, j'ai mis le décès sur le choc. Vu qu'elle avait pris, je crois qu'elle avait pris de l'ibuprofène, j'avais mis qu'elle risquait d'avoir des complications rénales, d'insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë. Et j'avais mis les complications de la iatrogénie des traitements avec un risque de saignement par la thrombolyse. Et sinon, en chronique, j'avais mis qu'il y avait un risque d'HTAP chronique et d'embolie pulmonaire chronique. L'HTAP chronique, finalement, qu'est-ce qui va être symptomatique finalement? Ça va être une maladie plutôt pulmonaire ou plutôt cardiaque ou quelle dénomination on va retenir? Insuffisance cardiaque droite. Ouais, et quelle dénomination on va retenir? Comment ça va s'appeler? Pulmonaire chronique. Voilà, et donc le retentissement cardiaque, le cœur pulmonaire chronique post-embolie, parce que c'est un peu le poumon, un peu le cœur qui sont malades. Donc c'est ça, il faut faire un plan sur à court terme et puis à moyen long terme. Tout le monde va citer la maladie post-phlébitique, en fait on s'en fout quasiment, à part que esthétiquement c'est pas très joli, mais c'est pas pour autant que ça va faire plus le lit de thrombose veineuse. Le risque, il est le même à gauche, à droite, en fait. Donc ça, par exemple, c'est un petit peu anodin. Par contre, il faut commencer par le début, c'est-à-dire de dire que là, la première chose qui risque de se passer et qu'il faut dire à la famille, c'est le décès, quand même. C'est au risque. Vous avez parlé d'une matité, quelque chose dans l'examen clinique, et il y avait des petites anomalies qu'on pouvait voir sur des coupes peut-être plus basses au scanner. L'infarctus pulmonaire peut tout à fait survenir. Après, ce qui est déjà survenu, le choc cardiogénique, la déférence d'organes, le cœur pulmonaire aigu, ça vous pouvez le marquer, mais essayez de penser à être large, à parler potentiellement des récidives, pour peu qu'il y ait encore quelque chose qui puisse migrer. Parler des raretés, l'épanchement péricardique, l'œdème pulmonaire, ça vraiment c'est quand on commence à aller dans la rareté. Par contre, ce que parfois on voit, et surtout quand on cible un recrutement particulier, c'est si vous faites les échographies transœsophagiennes tous les mercredis matins à tel hôpital, vous allez voir arriver toute une flopée de gens de 30 ans qui viennent de la neuro d'à côté, parce qu'eux, ils viennent pour des bilans d'embolie paradoxale. Donc effectivement, c'est fréquent quand on est près d'un type de patient donné, mais il faut quand même penser à l'évoquer parfois, avec l'hyperpression dans les cavités droites. Finalement, la pression de l'oreillette droite est plus forte que la pression de l'oreillette gauche, et on pourrait réouvrir un foramen ovale. Alors comme en plus c'est du caillot qui se promène, qui s'est promené,
on ne sait jamais, l'embolie paradoxale, il faut y penser. À long terme, pensez à vous, pensez au docteur, à la iatrogénie, hein, et puis on ne sait jamais, hein, toujours récidive, décès, tout ça, le cœur pulmonaire post-embolique, ça, il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez être rigoureux, dites qu'il faut penser aux complications de la cause. La cause, c'est quoi? Peut-être c'est la phlébite, le cancer, ce que vous voulez. Donc les complications, ce que vous appelez les maladies post-emboliques. Et puis surtout, la cause somatique, si vous en trouvez une. Hein, chez un sujet âgé, vous allez chercher le cancer en premier. Donc si vous trouvez un cancer, vous cherchez aussi à prévenir les complications du cancer. Et donc, qu'est-ce que tu pensais de la question 9, de ces dorsalgies et de la prise d'ibuprofène dans tout le contexte? Ça, c'est pas une rareté, ça reste le vrai malade. La prise d'ibuprofène, c'était pas trop une bonne idée, étant donné que la patiente était choquée, donc du coup ça peut aggraver une insuffisance rénale fonctionnelle. Disons que c'est sûr que c'est... Et puis... ouais, avec l'événement clinique en plus sur le terrain, ça... Oui. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris le sens de la question. Enfin... Bah, finalement, est-ce qu'on a compris pourquoi elle a eu tout cet épisode? Elle a eu une embolie pulmonaire par magie? Grave? Grave par magie? On fait un petit point d'appel pour dire peut-être qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Hein, généralement, vous allez retenir que quand il y a des dorsalgies, vous allez vous jeter presque sur le myélome ou pas loin, vous dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous. En tout cas, quelqu'un qui fait une embolie pulmonaire et qui se plaint de douleur du dos, il faut penser que c'est quand même suspect, c'est pas anodin. On ne sait jamais, ça pourrait, hein, il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos. Enfin, il faut quand même se pencher sur le problème. À l'interrogatoire, quand vous ciblez la cause, vous cherchez des points d'appel. Ah bah oui, j'ai perdu 12 kilos maintenant que vous me le dites. Enfin bon, tu vois. Et donc il faut chercher le cancer, les métastases osseuses, ce que vous voulez, mais il faut cibler. Par contre, ce que tu peux dire, c'est que l'ibuprofène, on t'a marqué qu'elle le prenait toute seule, et donc là, tu peux te jeter là-dessus en marquant pas d'automédication, c'est contre-indiqué. Ça, il faut le marquer. Et puis ensuite, il faut rajouter que là, cette association d'anti-inflammatoires avec ce que vous allez lui rajouter à la place quand il sera mieux, là, les AVK, c'est finalement au potentiel hémorragique et que ce n'est pas du tout justifié dans le contexte. Hein. Il y a des patients qui nécessitent et d'autres ne nécessitent pas. Hein. Donc là, en l'occurrence, on essaie d'éviter.